En octobre 1840, 12 hommes blancs furent retrouvés morts dans les marécages de la frontière entre la Géorgie et le territoire creek. Leurs corps portaient les marques d'un écorchement rituel pratiqué avec une précision chirurgicale. Les autorités coloniales attribuèrent immédiatement ces meurtres aux Indiens creek. Mais les documents que personne n'a voulu lire racontent une histoire bien différente. Avant de plonger dans cette histoire qui a été ensevelie pendant près de 2 siècles, abonnez-vous à cette chaîne et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Ce récit ne se trouve dans aucun manuel scolaire américain. L'année 1840 marquait une période de tension extrême dans le sud-est des États-Unis. 8 ans s'étaient écoulés depuis la déportation forcée des Creeks lors du Sentier des Larmes, mais certains groupes avaient échappé à l'exode. Ces réfractaires vivaient cachés dans les zones marécageuses impénétrables où les frontières entre la Géorgie, l'Alabama et la Floride se dissolvaient dans un labyrinthe aquatique que même les cartographes refusaient de documenter. La région que les colons appelaient les terres basses de Chattahoochee s'étendait sur plusieurs milliers d'hectares de marais, de forêts de cyprès et de rivières sinueuses. L'eau stagnante dégageait une odeur de décomposition végétale permanente. Les moustiques formaient des nuages si denses qu'ils obscurcissaient parfois le soleil de midi. Les serpents mocassins d'eau glissaient entre les racines aériennes des palétuviers. Les alligators attendaient, immobiles comme des troncs d'arbres, que quelque chose de comestible s'approche trop près. C'était dans cet environnement hostile que prospérait une économie parallèle et brutale. Les plantations de coton de la Géorgie et de l'Alabama perdaient chaque année des dizaines d'esclaves qui fuyaient vers ces zones inaccessibles. Pour les propriétaires, chaque fugitif représentait une perte financière considérable. Un homme robuste valait entre 1000 et 1500 $. Une famille entière pouvait représenter l'équivalent d'une année de récolte. Cette réalité économique avait donné naissance à une profession particulièrement cruelle, les chasseurs d'esclaves professionnels. Ces hommes opéraient en bandes organisées, avec des chiens spécialement dressés, des armes, des chaînes et une connaissance approfondie des techniques de traque. Ils recevaient des primes importantes pour chaque fugitif ramené vivant, des sommes moindres pour les cadavres qui servaient d'exemple. Parmi ces chasseurs, une équipe s'était bâtie une réputation particulièrement sinistre, dirigée par un homme nommé Cyrus Talbot. Cette bande de 12 individus se vantait publiquement de ne jamais avoir perdu une piste. Talbot lui-même était un ancien trappeur du Kentucky, un homme maigre au visage tanné par le soleil, aux yeux d'un bleu glacial qui ne sciait jamais. Il portait toujours un chapeau de feutre noir, même sous la chaleur accablante du sud. Ces hommes venaient d'horizons divers. Il y avait les frères Garrick, 2 géants roux originaires d'Irlande qui avaient fui leur pays après avoir tué un propriétaire terrien lors d'une révolte paysanne. Samuel Pritchard était un ancien soldat de l'armée américaine déshonorablement libéré après avoir été surpris en train de torturer des prisonniers Creek pendant les guerres indiennes. Isaiah Clemens avait grandi dans les bayous de Louisiane et connaissait les marais comme personne. Les autres possédaient des compétences similaires: violence, absence de scrupules et familiarité avec les zones frontalières où la loi n'avait aucune prise. Talbot avait établi son camp de base près d'une communauté appelée Fort Mitchell, un ancien poste militaire reconverti en point de transit commercial. C'était là que les planteurs venaient déposer leurs demandes de capture. Un registre était tenu par un clerc nommé Ephraim Hodge, un homme corpulent aux doigts tachés d'encre qui consignait méticuleusement chaque contrat. Nom du fugitif, description physique, plantation d'origine, récompense offerte. Les archives de Hodge, miraculeusement préservées et aujourd'hui conservées aux archives d'État de Géorgie, révèlent l'ampleur de cette industrie. Entre 1835 et 1840, plus de 300 contrats de capture furent enregistrés à Fort Mitchell. Talbot et ses hommes en réalisèrent près d'un tiers. Leur taux de réussite était effectivement impressionnant. 87% des fugitifs étaient ramenés, morts ou vifs. Mais ce qui n'apparaissait pas dans le registre Dodge,
C'étaient les méthodes employées. Les rumeurs circulaient pourtant. On parlait de torture systématique pour obtenir des informations sur d'autres fugitifs. On murmurait que Talbot gardait parfois des captifs pendant des semaines, les affamant jusqu'à ce qu'ils dénoncent leurs compagnons. Certains témoignages mentionnaient des exécutions publiques destinées à terroriser les communautés d'esclaves. Un document particulièrement troublant, une lettre d'un planteur nommé Horace Cunningham, datée de mars 1840, fait référence à des pratiques encore plus sombres. Cunningham, propriétaire de la plantation Riverside située à une trentaine de kilomètres de Fort Mitchell, écrivait à son frère à Charleston « Talbot a ramené 3 de mes nègres la semaine dernière. 2 étaient à peine reconnaissables. Le 3e a perdu la raison et ne cesse de hurler la nuit. Je commence à me demander si ces méthodes ne causent pas plus de dommages qu'elles n'en préviennent. Un esclave fou ne vaut rien au champ. » Cette lettre, conservée dans les archives privées de la famille Cunningham et récemment mise au jour par des chercheurs de l'Université de Géorgie, offre un rare aperçu de l'inquiétude croissante même parmi les propriétaires d'esclaves concernant les excès de ces chasseurs. Pendant ce temps, dans les profondeurs des marécages, une communauté très différente tentait de survivre. Les Creeks qui avaient échappé à la déportation n'étaient pas un groupe homogène. Certains étaient des guerriers qui avaient combattu lors des guerres Creek de 1813 et 1814. D'autres étaient des familles entières qui avaient simplement refusé d'abandonner leurs terres ancestrales. Parmi eux se trouvaient également des esclaves fugitifs qui avaient trouvé refuge auprès des Indiens. Cette alliance entre Creek et fugitifs avait une longue histoire dans le Sud. Avant la déportation, de nombreux esclaves s'échappaient vers les territoires Creek, où ils pouvaient vivre en relative liberté. Certains se mariaient avec des Indiens. D'autres maintenaient leur propre identité culturelle mais bénéficiaient de la protection de la communauté Creek. Le chef de ce groupe de réfugiés se nommait Yaola. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par les cicatrices rituelles de son clan. Son père avait été l'un des chefs qui avait refusé de signer le traité de 1832 qui cédait les terres Creek au gouvernement américain. Yaola avait vu son village brûler, ses frères tués, sa sœur violée par des soldats américains. Il avait juré de ne jamais quitter ses terres, même si cela signifiait vivre comme un fantôme dans les marécages. Avec Yaola vivaient environ 80 personnes, une trentaine étaient des Creek de pure souche. Les autres étaient des esclaves fugitifs ou leurs enfants nés dans le marais. Ils avaient construit un campement semi-permanent sur une île surélevée au cœur du marécage, accessible seulement par des passages secrets que seuls eux connaissaient. Des plateformes en bois surélevées soutenaient leurs habitations pour les protéger des inondations saisonnières. Ils cultivaient du maïs dans de petites clairières, chassaient le cerf et le sanglier, pêchaient dans les rivières. Parmi les fugitifs se trouvait un homme nommé Joshua. Il s'était échappé de la plantation Riverside 3 ans auparavant. Grand, musclé, avec un regard intense qui ne baissait jamais les yeux, Joshua portait sur son dos les cicatrices profondes de coups de fouet répétés. Il avait travaillé dans les champs de coton depuis l'âge de 7 ans. À 28 ans, après avoir vu son épouse vendue à un planteur de Louisiane et ses 2 enfants dispersés dans des propriétés différentes, il avait tué le contremaître qui l'avait frappé une fois de trop et s'était enfui dans la nuit. C'était Yaola qui l'avait trouvé, à moitié mort de faim et de fièvre, caché sous un amas de branches mortes près de la rivière. Les Creek l'avaient soigné. Ils lui avaient enseigné à survivre dans le marais. En retour, Joshua leur avait expliqué les tactiques des chasseurs d'esclaves, leurs méthodes de traque, leurs points faibles. Une autre figure importante de cette communauté était une femme nommée Sarah. Elle avait 42 ans et s'était échappée 15 ans plus tôt de la plantation d'un certain colonel Thaddeus Whitfield. Sarah possédait un don rare. Elle savait lire et écrire, compétence qu'elle avait acquise en secret auprès de la fille du planteur avant que celle-ci ne meure de la fièvre jaune. Sarah tenait une sorte de journal, écrit sur des morceaux d'écorce de bouleau, avec de l'encre fabriquée à partir de baies et de suie.
Ces fragments, découverts en 1923 par un chasseur de Floride et maintenant conservés au Smithsonian Museum, constituent l'un des rares témoignages directs de la vie de ces communautés de fugitifs. Au printemps de 1840, la situation commença à se détériorer rapidement. Une sécheresse inhabituelle pour la saison assécha partiellement les marécages, rendant certains passages auparavant impraticables maintenant accessibles aux chasseurs. En avril, 2 jeunes fugitifs qui s'étaient éloignés du campement pour chasser furent capturés par une patrouille. Sous la torture, ils révélèrent l'existence du campement, même s'ils ne purent en indiquer l'emplacement exact. Cyrus Talbot vit là une opportunité extraordinaire. Un campement entier de fugitifs représentait une fortune. Il commença à préparer une expédition majeure. Il recruta des hommes supplémentaires, acheta des provisions pour plusieurs semaines, fit venir des chiens de chasse supplémentaires de la Caroline du Sud. Mais Talbot commit une erreur qui allait se révéler fatale. Dans son arrogance, il se vanta publiquement de son projet. Un soir de mai, dans une taverne de Fort Mitchell bondée de planteurs et de commerçants, il annonça qu'il allait nettoyer les marécages une fois pour toutes. Il décrivit comment il ramènerait des dizaines de fugitifs enchaînés, comment il purgerait cette zone de sa vermine humaine. Ces paroles furent entendues par un homme nommé Elias Freeman. Freeman était un affranchi qui travaillait comme forgeron à Fort Mitchell. Officiellement libre, il vivait néanmoins sous la menace constante d'être kidnappé et revendu en esclavage, une pratique courante à cette époque. Freeman avait des contacts dans les marécages. Son propre frère vivait avec Yaola. Cette nuit-là, Freeman quitta discrètement Fort Mitchell. Il connaissait les chemins secrets qui menaient au campement. 2 jours plus tard, il arriva auprès de Yaola et Joshua, portant l'avertissement. Talbot préparait une attaque majeure. Le conseil qui se réunit ce soir-là dans le campement fut tendu. Sarah, qui tenait toujours son journal, écrivit « Les hommes parlent de partir plus loin dans les marais, mais Yaola dit qu'il ne fuira plus. Il dit que nos ancêtres nous regardent. Joshua parle d'une autre solution. Ses yeux brillent d'une colère froide. Je crains ce qui va suivre. » La proposition de Joshua était simple et terrifiante, ne pas attendre l'attaque, mais la devancer. Frapper les chasseurs avant qu'ils ne frappent. Envoyer un message si puissant que plus jamais aucun chasseur n'oserait pénétrer dans ces marécages. Yaola écouta longuement. Les traditions Creek valorisaient la guerre défensive, la protection du territoire, mais pas l'agression préventive. Cependant, Yaola avait aussi vu ce que les hommes blancs avaient fait à son peuple. Il avait vu les villages brûlés, les femmes violées, les enfants arrachés à leur mère. Il avait vu la déportation, les milliers de Creeks morts de maladie et d'épuisement sur le sentier des larmes. Après 3 jours de délibération, Yaola prit sa décision. Il frapperait les premiers, mais pas n'importe comment. Ils enverraient un message qui résonnerait dans toute la Géorgie, un message qui utiliserait les peurs les plus profondes des hommes blancs contre eux-mêmes. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. L'histoire devient encore plus sombre. Joshua et Yaola élaborèrent un plan d'une précision méthodique. Ils savaient que Talbot et ses hommes devraient emprunter certains passages obligés pour pénétrer profondément dans les marécages. La géographie même du terrain dictait les routes possibles. Il y avait 3 accès principaux, mais un seul était praticable pour un groupe aussi nombreux que celui que Talbot rassemblait. Ce passage suivait une ancienne piste creek, le long d'une crête de terre ferme qui serpentait entre 2 vastes zones de marécages inondés. La végétation dense de chaque côté créait un corridor naturel large d'environ 10 mètres. C'était l'endroit idéal pour une embuscade, mais Joshua proposa quelque chose de plus élaboré. Son plan nécessitait de la patience et une compréhension intime du terrain. Pendant 2 semaines, de petites équipes travaillèrent à préparer le piège. Ils creusèrent des fosses dissimulées le long du sentier, les recouvrant de branchages et de mousse. Au fond de chaque fosse, ils plantèrent des pieux effilés enduits d'excréments humains pour garantir l'infection des blessures.
Ils tissèrent des filets camouflés dans la canopée, prêts à être libérés sur commande. Ils identifièrent chaque arbre, chaque rocher, chaque configuration du terrain qui pourrait offrir un avantage tactique. Mais la partie la plus troublante de leur préparation concernait les armes elles-mêmes. Joshua insistait sur un point, les chasseurs devaient être capturés vivants autant que possible. Cette exigence déconcertait certains des guerriers Creek qui préféraient la mort rapide au combat. C'est alors que Yaola révéla la véritable nature du message qu'ils enverraient. Il parla d'un rituel ancien, pratiqué par certains clans Creek lors de guerres particulièrement brutales. Un rituel d'écorchement qui n'était pas simplement une exécution, mais un jugement symbolique. Les victimes étaient dépouillées de leur peau, comme elles avaient dépouillé la terre de ses habitants. C'était une punition réservée aux traîtres, aux voleurs de terre, à ceux qui avaient commis les crimes les plus abjects contre le peuple. Sarah écrivit dans son journal « Yaola a parlé du rituel que son grand-père lui avait décrit. Je vois la peur dans les yeux de certains. Même parmi nous qui avons tant souffert, cette idée répugne. Mais Joshua dit que c'est nécessaire. Il dit que seule une terreur absolue peut protéger ce qui reste de nous. Je ne sais plus distinguer la justice de la vengeance. » La communauté était divisée. Plusieurs familles, surtout celles avec de jeunes enfants, choisirent de partir plus profondément dans les marécages, refusant d'être associées à ce qui allait suivre. D'autres restèrent, convaincus que c'était leur seule chance de survie à long terme. Finalement, 18 hommes se portèrent volontaires pour l'embuscade. 8 étaient des guerriers Creek. 10 étaient des esclaves fugitifs, tous portant sur leur corps les marques physiques de leur servitude passée. Parmi eux se trouvait un homme nommé Silas, qui avait été forcé d'assister à la pendaison de son fils de 12 ans, accusé d'avoir volé une pomme. Il y avait Marcus, dont la femme avait été violée à mort par un groupe de contremaîtres. Il y avait Daniel, qui portait des brûlures sur tout le torse après avoir été puni pour avoir appris à lire. Ces hommes n'agissaient pas par cruauté gratuite. Chacun portait en lui un traumatisme si profond qu'il avait cristallisé en une rage froide et calculée. Ils avaient été déshumanisés pendant des années, traités comme du bétail, battus, violés, mutilés. Maintenant, ils allaient retourner cette violence contre ceux qui l'incarnaient. Pendant ce temps, Cyrus Talbot finalisait ses propres préparatifs. Le registre d'Ephraim Hodge montre qu'il avait assemblé une force impressionnante. 12 hommes au total, tous armés de fusils, de pistolets et de couteaux. Ils avaient 15 chiens de chasse, des provisions pour 3 semaines, des chaînes et des menottes pour 30 captifs. Talbot avait même recruté un guide indien, un Creek renégat nommé William, qui avait accepté de collaborer en échange d'argent et de protection. Le 18 juin 1840, la colonne de Talbot quitta Fort Mitchell. Plusieurs témoins les virent partir. Un commerçant nommé Albert Jessup écrivit dans son journal personnel « Talbot et ses hommes sont partis ce matin avec une confiance qui frise l'arrogance. Les frères Garrick riaient bruyamment en parlant de la prime qu'ils recevraient. Talbot lui-même était sobre, mais déterminé. Je leur ai souhaité bonne chance, mais quelque chose dans l'air me mettait mal à l'aise. Les oiseaux étaient silencieux. Les premiers jours de l'expédition de Talbot se déroulèrent sans incident. Le groupe progressait lentement, ralenti par la chaleur oppressante et la végétation dense. Les moustiques étaient un supplice constant. L'humidité rendait chaque respiration laborieuse. Mais Talbot maintenait une discipline stricte. Il postait des gardes chaque nuit. Il faisait reconnaître le terrain par des éclaireurs avant que le groupe principal n'avance. William, le guide Creek, les menait sur l'ancienne piste qu'il connaissait. C'était exactement le chemin que Joshua et Yaola avaient prévu. Le 22 juin au soir, le groupe de Talbot établit son campement à environ 3 kilomètres du lieu de l'embuscade. Ils étaient fatigués, mais optimistes. William leur avait assuré qu'ils approchèrent de la zone où les fugitifs étaient probablement cachés. Cette nuit-là, autour du feu de camp, les hommes parlèrent de ce qu'ils feraient avec leur part de la prime. Samuel Pritchard se vantait de retourner au Kentucky et d'acheter une taverne.
Les frères Garrick rêvaient de s'établir comme planteurs eux-mêmes. Talbot restait silencieux, nettoyant méthodiquement ses armes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chacun de leurs mouvements avait été observé depuis leur départ de Fort Mitchell. De petites équipes de Gator Creek les avaient suivis à distance, signalant leur progression par des codes visuels invisibles aux non-initiés. Des branches arrangées d'une certaine façon, des pierres empilées, des marques sur les arbres. Le 23 juin à l'aube, le groupe de Talbot reprit sa progression. Vers 9 heures du matin, ils atteignirent le corridor étroit entre les marécages. La végétation était si dense qu'elle formait presque un tunnel. Les hommes durent marcher en file indienne. Les chiens avançaient devant, flairant le sol. C'est alors que le premier piège se referma. Un des chiens tomba dans une fosse dissimulée et hurla de douleur en s'empalant sur les pieux. Son cri alerta immédiatement les chasseurs. Talbot ordonna un arrêt et une inspection des lieux. Pendant qu'ils examinaient la fosse, concentrés sur ce danger désormais connu, l'attaque véritable commença. Des flèches silencieuses jaillirent de la végétation de chaque côté du sentier. 2 hommes tombèrent immédiatement, touchés à la gorge et à la poitrine. Le reste du groupe tenta de riposter, tirant à l'aveugle dans les fourrés. Mais les assaillants étaient invisibles. Ils se déplaçaient constamment, utilisant la végétation dense comme couverture. Chaque fois que les chasseurs tiraient dans une direction, les flèches provenaient d'un autre angle. Les chiens, paniqués, couraient dans tous les sens, certains tombant également dans les fosses. Isaiah Clemons, l'expert des bayous, comprit immédiatement qu'ils étaient tombés dans un piège sophistiqué. Il cria à Talbot de battre en retraite, mais c'était déjà trop tard. Des filets tombèrent de la canopée, piégeant plusieurs hommes. D'autres fosses s'ouvrirent sous leurs pieds alors qu'ils tentaient de fuir. La bataille dura moins de 20 minutes. À la fin, 8 des chasseurs étaient morts, transpercés de flèches ou empalés dans les fosses. 4 autres, dont Talbot lui-même, étaient capturés, enveloppés dans les filets et rapidement désarmés. Seul William, le guide Creek, réussit à s'échapper, profitant du chaos pour disparaître dans le marécage. Les 4 survivants furent traînés hors du sentier, plus profondément dans les marécages, vers un lieu que leurs ravisseurs avaient préparé. C'était une petite île surélevée, entourée d'eau stagnante et accessible seulement par un passage secret à travers la végétation submergée. Sur cette île, des poteaux en bois avaient été érigés. Talbot, malgré sa situation désespérée, tenta de négocier. Il promit de l'argent, beaucoup d'argent. Il jura qu'il laisserait les fugitifs tranquilles s'ils le laissaient partir. Ses paroles furent accueillies par un silence glacial. Ce qui se passa ensuite sur cette île au cours des jours suivants est documenté de manière fragmentaire mais troublante. Sarah, malgré son horreur évidente, continua à tenir son journal. Ces mots, écrits d'une main tremblante sur l'écorce de bouleau, constituent le témoignage le plus direct de ces événements. 23 juin. Ils ont ramené les chasseurs. 4 sont encore vivants. Talbot crie encore qu'il paiera n'importe quoi. Les autres pleurent. Joshua a parlé pendant longtemps avec Yahola. Je vois la haine dans les yeux de tous les hommes qui ont été esclaves. C'est une haine que je connais, que je porte moi-même. Mais ce qu'il prépare me terrifie. 24 juin. Yahola a tenu un conseil. Il a parlé des crimes de ces hommes. Il a énuméré chaque fugitif qu'ils ont capturé, chaque personne qu'ils ont torturé. Silas a témoigné de la mort de son fils. Marcus a parlé de sa femme. D'autres ont partagé leurs propres histoires. Les 4 chasseurs ont entendu tout cela. La terreur dans leurs yeux est absolue. Ils comprennent maintenant qu'aucune négociation n'est possible. Pendant que le conseil se déroulait, les 4 captifs restaient attachés à l'écart, mais suffisamment proches pour entendre chaque mot. Talbot, dont l'arrogance s'était évaporée, tenta une dernière fois de parler. Sa voix, autrefois si assurée, tremblait. Nous ne faisions que notre travail. La loi nous autorisait. Nous n'avons rien fait d'illégal. Joshua s'approcha lentement de lui. Son visage ne montrait aucune colère, seulement une froideur absolue. « La loi », répéta-t-il doucement. « Tu parles de la loi qui dit que je suis une propriété.
La loi qui a vendu ma femme comme du bétail. La loi qui a dispersé mes enfants. Cette loi-là, il se tourna vers les autres. Nous avons nos propres lois ici. Des lois plus anciennes que les vôtres. Des lois de justice. Samuel Pritchard, l'ancien soldat, tenta une approche différente. J'ai des enfants, supplia-t-il. Une fille de 6 ans. Un garçon de 4 ans. Ils n'ont que moi. Ce fut Silas qui répondit. Celui dont le fils de 12 ans avait été pendu pour avoir volé une pomme. Mon garçon aussi avait besoin de moi. Il m'appelait quand la corde se resserrait autour de son cou. J'étais là, enchaîné, forcé de regarder. Tes enfants, au moins, ne verront pas ce qui va t'arriver. La nuit tomba sur le marécage. Les sons habituels, grenouilles, insectes, oiseaux nocturnes, semblaient étouffés, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Un feu fut allumé au centre de l'île. Dans sa lumière dansante, les visages des hommes présents prenaient des aspects fantomatiques. 25 juin. Le rituel a commencé à l'aube. Je ne peux pas regarder, mais je ne peux pas m'éloigner non plus. Yahola a expliqué la signification de chaque geste. Ce n'est pas une torture pour la torture, c'est un jugement. Chaque partie de peau retirée représente un crime spécifique. La procédure est lente, méthodique, presque cérémonielle. Les détails techniques de ce qui fut accompli sont difficiles à vérifier avec précision, mais plusieurs sources indépendantes convergent. Le rituel Creek d'écorchement, bien que rare et réservé aux crimes les plus graves contre la communauté, avait été pratiqué historiquement. Il nécessitait une connaissance anatomique précise pour maintenir les victimes conscientes le plus longtemps possible, maximisant non pas simplement la souffrance, mais le temps pendant lequel elles pouvaient contempler leurs actes. Yahola avait appris ces techniques de son grand-père, qui les tenait lui-même d'une lignée de gardiens de la tradition. Ce savoir n'était pas transmis légèrement. Il était accompagné de restrictions spirituelles et morales strictes. L'écorchement ne pouvait être pratiqué que dans des circonstances extraordinaires, et seulement après un jugement communautaire formel. Le processus commençait par des chants traditionnels Creek, invoquant les esprits des ancêtres et des victimes pour témoigner de la justice. Chaque homme présent devait déclarer publiquement pourquoi ce jugement était nécessaire. Ce n'était pas une frénésie de vengeance, mais un acte rituel chargé de signification collective. Talbot fut désigné le premier, non pas arbitrairement, mais parce qu'il incarnait le système dans son entièreté. Chef de la bande, il portait la responsabilité de chaque capture, de chaque torture infligée par ses hommes. Les hurlements se répercutent dans tout le marécage. Les oiseaux eux-mêmes se sont tus. Je tremble sans pouvoir m'arrêter. Est-ce la peur, l'horreur, ou quelque chose de plus profond? La reconnaissance que nous sommes tous capables de cela quand on nous pousse assez loin. La procédure suivait un protocole précis. Des incisions étaient faites le long des lignes naturelles du corps. Épaules, poitrine, abdomen, cuisses. La peau était ensuite détachée avec une lenteur calculée. Des herbes médicinales Creek étaient appliquées pour cautériser les vaisseaux sanguins principaux, prévenant une mort rapide par hémorragie. La science traditionnelle, au service d'un jugement implacable. Entre les phases du rituel, les hommes faisaient des pauses. Ils mangeaient, buvaient, parlaient calmement. Cette normalité au milieu de l'horreur rendait le tout encore plus dérangeant. Ce n'était pas une explosion de rage incontrôlée, mais une décision collective exécutée avec discipline. Les 3 autres chasseurs attendirent leur tour, attachés à distance suffisante pour ne pas voir les détails, mais assez proches pour entendre. Leurs supplications évoluaient avec les heures. D'abord des promesses d'argent, puis des appels à la pitié, ensuite des prières désespérées. Finalement, seulement des pleurs. 26 juin. Le 2e homme est mort cette nuit, le 3e ce matin. Il reste encore Pritchard. Ses cheveux sont devenus complètement blancs en 2 jours. Il ne supplie plus. Il ne parle plus. Il regarde simplement dans le vide, comme si son esprit s'était déjà enfui. Marcus, celui dont la femme avait été violée à mort, s'occupa personnellement de Pritchard. Avant de commencer, il s'agenouilla devant le chasseur et parla longuement.
décrivant en détail ce qui était arrivé à son épouse. Il voulait que Pritchard comprenne exactement pourquoi cela lui arrivait. La compréhension, pas seulement la douleur, faisait partie du châtiment. 27 juin, c'est terminé. Les 12 chasseurs sont morts. 8 lors de l'embuscade, 4 lors du rituel. Leurs corps sont préparés selon la tradition. Yahola dit qu'ils seront laissés comme témoignage, mais aussi comme offrande aux esprits de tous ceux qui ont souffert par leurs mains. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que pour ceux qui pratiquèrent ce rituel, ce n'était pas simplement de la vengeance. C'était une restauration de l'équilibre moral dans un univers qui avait été désaxé par des siècles de violence systémique. Dans leur cosmologie, chaque acte d'oppression créait une dette spirituelle qui devait être payée. Ce rituel était le paiement. Sarah écrivit une dernière entrée ce soir-là. Ces mots presque illisibles tant sa main tremblait. « Nous avons franchi une ligne dont nous ne reviendrons jamais. Sommes-nous devenus ce que nous combattions? Ou avons-nous simplement révélé ce que nous étions déjà? Je ne sais plus. Je sais seulement que quelque chose de fondamental a changé en nous. Nous porterons cette marque aussi sûrement que les cicatrices sur nos dos. Invisibles, mais indélébiles. Pendant ce temps, à Fort Mitchell, l'absence prolongée de Talbot et de ses hommes commençait à inquiéter sérieusement. Ephraim Hodge, le clerc méticuleux, nota dans son registre « 3 juillet 1840 ». 10 jours se sont écoulés depuis le départ de Talbot. Aucun signe, plusieurs planteurs pressent d'organiser une expédition. Le colonel Whitfield menace de porter plainte contre les autorités pour négligence. Le 5 juillet, une patrouille de 20 hommes armés fut organisée. Elle incluait des miliciens de l'armée américaine, des chasseurs expérimentés et des volontaires planteurs inquiets pour leurs investissements. William, le guide Creek qui avait échappé à l'embuscade, fut contraint de les conduire malgré sa terreur évidente. Le capitaine Daniel Mercer, vétéran des guerres indiennes et commandant de la patrouille, était un homme pragmatique qui avait vu sa part de violence. Mais même lui ne pouvait imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Ils suivirent la piste que Talbot avait empruntée, William les guidant avec réticence. Le guide transpirait abondamment malgré l'heure matinale, et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur. Il sursautait à chaque bruit soudain dans la végétation. Quand ils atteignirent le site de l'embuscade le 7 juillet, la scène les glaça. Les corps des 8 premiers chasseurs étaient en état de décomposition avancée, gonflés par la chaleur et partiellement dévorés par les charognards. Mais c'était l'évidence d'une planification méticuleuse qui troublait le plus Mercer. Ce n'était pas une attaque opportuniste, dit-il à son lieutenant. Regardez ces fosses. Elles ont été creusées des jours, peut-être des semaines à l'avance. Les pieux au fond sont taillés avec précision. Les angles de tir des flèches suggèrent des positions préparées dans les arbres. Quelqu'un a transformé ce sentier en champ de mort calculé. Un jeune soldat nommé Thomas Breslin, qui participait à sa première expédition, vomit en découvrant un des corps empalé dans une fosse. Comment des sauvages peuvent-ils? Commença-t-il. Ce ne sont pas des sauvages, l'interrompit sèchement Mercer. C'est de la tactique militaire, meilleure que ce que j'ai vu de certains officiers de West Point. Quiconque a planifié cela connaît la guerre. Ils collectèrent tous les corps, une tâche rendue horrible par l'état de décomposition et la chaleur accablante. Puis ils suivirent les traces plus profondes dans le marécage, avançant avec une extrême prudence. Chaque homme scrutait la végétation, s'attendant à tout moment à ce que des flèches jaillissent de l'ombre. William refusait d'aller plus loin. « Il y a une malédiction sur cet endroit », murmurait-il en creek, une langue que Mercer comprenait partiellement. « Les esprits des morts crient. Je ne peux pas. » Mercer dut le menacer d'arrestation pour insubordination avant qu'il n'accepte de continuer, et même alors, le guide restait à l'arrière du groupe, prêt à fuir au moindre signe de danger. Le 9 juillet au matin, après avoir passé une nuit blanche où personne n'avait vraiment dormi, scrutant l'obscurité pour des ennemis invisibles, ils atteignirent l'île. Ce qu'ils découvrirent dépassa tout ce que Mercer avait pu imaginer au cours de sa longue carrière militaire.
Les 4 corps restants étaient attachés à des poteaux disposés en carré parfait au centre de l'île. Complètement écorchés, ils ressemblaient à des écorchés anatomiques des livres de médecine, sauf que ceux-ci avaient été vivants, conscients, pendant le processus. La musculature rouge et luisante était exposée dans tous ses détails. Les visages, dépourvus de peau, montraient la structure osseuse du crâne. Les dents exposées dans un rictus permanent qui ressemblait moins à un sourire qu'à un hurlement silencieux. Les paupières avaient été retirées, laissant les globes oculaires fixés dans une expression d'horreur éternelle. Le lieutenant James Crawford, qui accompagnait Mercer, s'approcha du corps qu'ils identifieraient plus tard comme étant celui de Talbot. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « La précision, ce n'est pas le travail d'une foule enragée. C'est chirurgical. » Mercer hocha la tête lentement. « Chaque incision est nette. Les bords de la peau sont presque soignés. Il faudrait une connaissance anatomique considérable pour faire cela sans que les victimes ne meurent immédiatement d'hémorragie ou de choc. » Autour des corps, disposés avec un soin cérémoniel, se trouvaient les peaux retirées. Elles avaient été étalées sur le sol, formant ce qui ressemblait à un motif géométrique complexe. Des symboles Creek étaient tracés dessus avec ce qui semblait être du charbon. Un sergent plus âgé nommé Horace Finch, qui avait combattu dans plusieurs guerres indiennes, s'approcha pour examiner ces symboles. « Ce sont des marques de jugement », dit-il d'une voix rauque. « J'ai vu quelque chose de similaire une fois après un massacre de Civil Creek en 1814. Les survivants avaient marqué les corps des responsables avec ces symboles. Cela signifie que ceci était un acte de justice tribale, pas de simple vengeance. » Mercer ordonna de documenter la scène avec des croquis détaillés. Personne n'avait d'appareil photographique, mais il voulait un enregistrement précis. 2 soldats qui s'avèrent dessinés furent assignés à cette tâche macabre, bien que leurs mains tremblent en traçant les lignes. C'est en cherchant d'autres preuves qu'ils trouvèrent les fragments d'écorce de bouleau. Il y en avait plusieurs, éparpillés autour du site, comme s'ils avaient été délibérément laissés pour être découverts. La plupart portaient des marques en Creek que personne dans la patrouille ne pouvait lire complètement. Mais un fragment était écrit en anglais, dans une écriture soignée et éduquée qui contrastait violemment avec la scène environnante. Mercer lut à voix haute « Jugement pour crime contre l'humanité. Vous avez volé des vies, séparé des familles, infligé des souffrances sans nom. Nous prenons vos peaux comme vous avez pris nos libertés. Nous vous laissons exposés comme vous nous avez laissés nus de dignité. Que tous les chasseurs d'hommes sachent, ces marécages appartiennent désormais aux morts que vous avez créés. Ils réclament leur dû. » Un silence pesant suivit cette lecture. Les hommes de la patrouille échangeaient des regards mal à l'aise. Ce message transformait radicalement leur compréhension de ce qui s'était passé. Ce n'était pas un massacre sauvage et impulsif. C'était un acte politique délibéré, une déclaration de souveraineté et de justice alternative. « Collectez tout », ordonna finalement Mercer. « Les corps, les peaux, les messages, tout doit être ramené. Les autorités devront voir cela de leurs propres yeux. » Le transport des corps fut une épreuve horrible. La chaleur et la décomposition rendaient la tâche presque insupportable. Plusieurs soldats durent s'éloigner pour vomir. D'autres pleuraient ouvertement, non de chagrin pour les morts. Personne n'avait aimé Talbot et ses hommes, mais d'horreur devant la capacité humaine à infliger de telles souffrances. Pendant qu'il travaillait, Mercer remarqua quelque chose qui le troubla profondément. Sur les arbres entourant l'île, à hauteur d'homme, des marques fraîches avaient été gravées. Elles formaient un motif répétitif tout autour du périmètre. Quand il demanda à Finch ce qu'elles signifiaient, le vieux sergent pâlit. « Ce sont des marques d'avertissement, » dit-il lentement. « Elles signifient « Ce territoire est sous notre protection. Les transgresseurs seront jugés. » C'est essentiellement une déclaration de souveraineté. Ils affirment que cette zone ne relève plus de la loi américaine, mais de la leur. Cette découverte ajoutait une dimension politique explosive à l'incident. Ce n'était pas simplement un crime, aussi horrible soit-il. C'était une insurrection, une contestation directe de l'autorité coloniale américaine sur ce territoire.
Avant de quitter l'île, Mercer ordonna de prendre des échantillons du sol et de la végétation environnante. Son instinct militaire lui disait de documenter tout ce qui pourrait être pertinent. C'est ainsi qu'ils collectèrent également des fragments d'herbes médicinales séchées qui avaient été utilisées pendant le rituel, des cendres de feu de camp et même des morceaux de corde qui avaient servi à attacher les victimes. Le voyage de retour fut encore plus éprouvant que l'aller. Les hommes étaient hantés par ce qu'ils avaient vu. Personne ne parlait. Le seul bruit était le clapotis de l'eau, le bourdonnement des insectes et occasionnellement le sanglot étouffé d'un soldat qui n'arrivait plus à contenir son émotion. Mercer lui-même réfléchissait intensément. Il avait combattu les Indiens pendant des années, les considérant comme un obstacle à la civilisation. Mais ce qu'il avait vu sur cette île le forçait à reconsidérer. La sophistication de l'attaque, la précision du rituel, le message politique articulé, tout cela suggérait non pas des sauvages, mais des adversaires intelligents et déterminés qui avaient simplement choisi des méthodes différentes pour résister. Cette nuit-là, campé à mi-chemin de Fort Mitchell, Mercer écrivit dans son journal personnel « J'ai vu beaucoup de choses horribles dans ma carrière. Des villages entiers massacrés. Des femmes et des enfants tués par nos hommes dans la frénésie du combat. Des prisonniers torturés pour obtenir des informations. Nous appelons cela guerre et nous nous donnons la permission morale de le faire parce que nous représentons la civilisation. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui me force à me demander qui sont vraiment les sauvages? Ceux qui ont écorché 12 hommes dans un rituel calculé? Ou ceux qui ont construit un système entier basé sur le vol de millions de vies humaines? Il n'inclut jamais ces réflexions dans son rapport officiel. Mais le journal, découvert par ses descendants en 1962 et maintenant conservé aux archives militaires nationales, offre un aperçu rare du bouleversement moral que cet événement provoqua même parmi ceux censés représenter l'ordre établi. Le retour de la patrouille à Fort Mitchell, le 11 juillet, déclencha une réaction qui allait résonner à travers tout le sud. Les corps furent d'abord cachés dans un bâtiment militaire fermé, les autorités ne sachant pas comment gérer une telle situation. Mais les rumeurs se répandirent immédiatement. Le clerc Ephraim Hodge, qui fut l'un des premiers civils autorisés à voir les corps, écrivit dans son registre « Ce que j'ai vu aujourd'hui ne quittera jamais ma mémoire. Je croyais comprendre la nature de la violence dans cette région. Je me trompais. Ceci dépasse tout entendement. Les autorités débattent de comment présenter cela au public. Certains veulent cacher l'ampleur de l'horreur. D'autres disent qu'elle doit être exposée pour justifier une réponse massive. Je ne sais pas quelle option est la plus sage, ou si sagesse et vengeance peuvent coexister. Les journaux furent les premiers à briser le silence. Le Savannah Daily Georgian du 18 juillet 1840 publia un article en première page sous le titre « Massacre barbare de 12 hommes blancs, écorchés vivants dans un rituel païen des profondeurs des marécages ». L'article qui suivait était sensationnaliste et partiellement inventé, les journalistes n'ayant pas eu accès aux corps ou aux rapports officiels. Mais il établissait un narratif qui allait dominer la perception publique. Des hommes blancs innocents massacrés par des sauvages indians et des esclaves fugitifs dans un acte de barbarie incompréhensible. Ce que l'article omettait complètement, c'était la profession des victimes et leur méthode. Talbot et ses hommes étaient présentés comme de respectables citoyens exerçant une activité légale et nécessaire. Leurs propres actes de torture, documentés dans les témoignages de dizaines d'esclaves récupérés, n'étaient jamais mentionnés. Cependant, tous les journaux ne suivirent pas cette ligne. Le Charleston Mercury, généralement plus modéré, publia un éditorial remarquable le 25 juillet. L'auteur, un certain H.W. Pemberton, écrivait « Nous condamnons sans équivoque la barbarie de ce massacre. Aucune cause, aussi juste soit-elle, ne peut justifier de telles méthodes. Mais nous devons également nous interroger sur les conditions qui engendrent de telles explosions de violence.
Les hommes décédés n'étaient pas des citoyens ordinaires, mais des chasseurs d'esclaves professionnels, une occupation qui, bien que légale, attire souvent des individus de moralité questionnable et emploie des méthodes qui, si elles étaient pleinement révélées, choqueraient la conscience publique. Nous avons semé le vent de la brutalité systémique. Devrions-nous être surpris de récolter la tempête de la vengeance? Cet éditorial provoqua une controverse immédiate. Plusieurs planteurs de Charleston menacèrent de boycotter le journal. Des lettres furieuses affluèrent, accusant Pemberton de sympathie pour les esclaves rebelles et de trahison envers sa propre race. Mais d'autres voix, plus rares et plus prudentes, exprimèrent un accord tacite. Un révérend méthodiste nommé Josiah Whitman écrivit une réponse non publiée, retrouvée dans ses papiers personnels en 1938, où il notait « Mr. Pemberton a osé dire ce que beaucoup pensent mais n'osent exprimer. Notre système d'esclavage repose sur une violence quotidienne que nous avons normalisée au point de ne plus la voir. Quand cette violence nous est retournée, même dans une forme extrême, nous crions à la barbarie. Mais n'est-ce pas le miroir de notre propre barbarie quotidienne ? Les autorités géorgiennes agirent rapidement pour prévenir toute discussion nuancée. Le gouverneur Charles MacDonald déclara l'état d'urgence dans les comtés frontaliers. Il autorisa la mobilisation de 200 miliciens avec ordre explicite de pénétrer dans les marécages et de pacifier définitivement cette zone de non-droit. Une récompense substantielle fut offerte. 500 $ pour chaque Indien hostile ou esclave rebelle capturé vivant, 250 pour les morts. C'était une somme énorme pour l'époque, équivalente à plusieurs années de salaire pour un travailleur ordinaire. La force expéditionnaire quitta Fort Mitchell le 28 juillet. Elle était commandée par le colonel Marcus Hampton, un vétéran endurci des guerres séminoles qui avait la réputation d'être impitoyable envers les hostiles. Hampton amena non seulement des soldats mais aussi des chiens de chasse supplémentaires, des provisions pour un mois, et même un groupe de Creek collaborateurs qui acceptèrent de servir de pisteurs en échange de protection et de terre. Pendant 3 semaines, cette force ratissa méthodiquement les marécages. Ils découvrirent plusieurs campements récemment abandonnés. Les traces d'occupation étaient évidentes, feux de camp éteints depuis quelques jours, plateformes de couchage encore intactes, outils laissés sur place dans la hâte de la fuite. Mais pas une seule personne ne fut trouvée. Hampton écrivit dans ses rapports quotidiens au gouverneur. « Ces marécages sont plus vastes et plus impénétrables que nos cartes ne l'indiquaient. Il existe littéralement des milliers de cachettes possibles. Nos guides se perdent régulièrement. Les hommes tombent malades de fièvre des marais à un rythme alarmant. Nous avons déjà perdu 4 soldats à cause des maladies, et un a été mordu par un serpent mocassin et est mort avant que nous puissions l'évacuer. L'ennemi connaît ce terrain infiniment mieux que nous. C'est comme combattre des fantômes. » Le lieutenant Thomas Caldwell, qui accompagnait Hampton, fut encore plus explicite dans une lettre privée à sa famille. « Nous poursuivons des ombres dans un enfer vert. La végétation est si dense qu'on ne peut voir à 3 mètres devant soi. L'eau monte parfois jusqu'à la poitrine. Les moustiques nous dévorent vivants. La chaleur est insupportable. Les hommes murmurent que cet endroit est maudit, que les esprits des morts le protègent. Je ne crois pas aux esprits, mais je commence à comprendre pourquoi ils diraient cela. Ce territoire résiste à notre présence de toutes les façons imaginables. » L'expédition découvrit également des preuves troublantes de l'organisation des fugitifs. Dans un campement abandonné, ils trouvèrent des documents écrits, des listes de plantations, de noms de chasseurs d'esclaves, de routes sûres à travers les marécages. L'écriture était soignée et éduquée, suggérant que les fugitifs comptaient parmi eux des personnes alphabétisées qui maintenaient des registres détaillés. Plus troublant encore, ils découvrirent des preuves d'un réseau de communication sophistiqué. Des marques sur les arbres formaient ce qui semblait être un système de signaux. Des caches de provisions étaient dispersées stratégiquement, permettant aux fugitifs de se déplacer rapidement sans avoir besoin de tout transporter. C'était une infrastructure de résistance, pas simplement un groupe de fuyards désorganisés. Après 3 semaines,
Alors que la moitié de ces hommes étaient malades et que le moral était au plus bas, Hampton dut admettre l'échec. Le 19 août, l'expédition se retira. Il n'avait capturé personne. Il n'avait même pas aperçu un seul fugitif ou indien hostile. L'ennemi qu'il chassait s'était dissous dans le paysage comme de la brume au soleil levant. Dans son rapport final au gouverneur, Hampton écrivit avec une franchise inhabituelle: « Je dois conclure que le contrôle effectif de ces marécages profonds est au-delà de nos capacités actuelles. Le terrain lui-même est notre ennemi principal. Sans une force massivement plus importante et une volonté de sustenter des pertes considérables, je ne recommande pas de nouvelles expéditions. Nous avons démontré notre présence et notre détermination. C'est peut-être le maximum atteignable dans ces conditions. » Cette conclusion fut humiliante pour les autorités géorgiennes, mais elle reflétait une réalité géographique et logistique incontournable. Les marécages étaient tout simplement trop vastes, trop dangereux et trop peu connus pour être complètement pacifiés avec les ressources disponibles. L'impact sur l'industrie de la chasse aux esclaves fut immédiat et dramatique. Ephraim Hodge nota dans son registre en septembre: « Un seul contrat de capture enregistré ce mois-ci. Le chasseur stipule explicitement qu'il n'entrera pas dans les zones marécageuses. Même des primes doublées et triplées ne trouvent pas preneur. La peur a fait ce que la loi ne pouvait pas. Elle a créé une zone de facto libre où les fugitifs peuvent se réfugier. Les plantations les plus proches des marécages commencèrent à subir les conséquences. Le taux de fuite d'esclaves augmenta perceptiblement. En 1841, 17 esclaves de la plantation Riverside, celle d'Horace Cunningham, s'échappèrent en une seule nuit. Cunningham écrivit à son frère: « Ils partent vers les marécages en sachant maintenant qu'ils y seront en sécurité relative. » Le massacre de Talbot, aussi horrible soit-il, a créé un précédent qui nous coûte cher. Chaque fugitif représente des milliers de dollars perdus. Si cela continue, plusieurs plantations de cette région deviendront non rentables. Certains planteurs tentèrent d'augmenter les punitions pour décourager les fuites, rendant les conditions encore plus brutales. Mais cela eut l'effet inverse, rendant la fuite encore plus désirable malgré les risques. D'autres tentèrent de négocier, des émissaires furent envoyés dans les zones périphériques des marécages pour proposer des amnisties en échange du retour des fugitifs. Ces propositions furent systématiquement ignorées. Un aspect peu connu mais fascinant de cette période fut l'émergence de réseaux commerciaux secrets. Les fugitifs dans les marécages avaient besoin de certaines fournitures qu'ils ne pouvaient produire eux-mêmes: outils métalliques, tissus, sel, poudre à fusil. Des commerçants sans scrupules et parfois des esclaves restés sur les plantations établirent des points d'échange secrets où ces marchandises pouvaient être troquées contre du gibier, des peaux et du miel sauvage que les fugitifs collectaient. Ces échanges étaient hautement illégaux et dangereux pour tous les participants. Pourtant, ils persistèrent pendant des années, créant des liens économiques paradoxaux entre le monde esclavagiste et les communautés de résistance qui le défiaient. Mais que devinrent réellement Yaola, Joshua, Sarah et les autres acteurs du massacre? C'est ici que l'histoire devient fragmentaire et spéculative, les sources divergeant considérablement. Une théorie, soutenue par certains documents, suggère qu'ils se dispersèrent en petits groupes après l'expédition de Hampton. La pression militaire, bien qu'infructueuse à court terme, rendait leur grand campement trop risqué. Yaola aurait mené un groupe vers le sud, traversant finalement en Floride, où certains indices suggèrent qu'ils rejoignirent les Séminoles qui menaient leur propre guerre de résistance. Un document intrigant, découvert en 1968 dans les archives du Bureau des Affaires indiennes, semble confirmer cette possibilité. C'est un rapport d'un agent fédéral nommé Jonathan Pierce, daté de 1856 et écrit depuis le nord de la Floride. J'ai rencontré aujourd'hui un groupe de Séminoles, incluant plusieurs individus d'ascendance africaine évidente, ainsi qu'un homme âgé avec des cicatrices rituelles Creek sur le visage. Quand j'ai tenté d'obtenir leur nom, ils ont refusé avec une politesse ferme. Le vieil homme parlait un anglais étonnamment bon en plus du Creek et du Séminole.
Quand j'ai mentionné, par curiosité, les événements de Géorgie de 1840, son expression s'est transformée en un masque indéchiffrable. Il n'a rien dit, mais son silence était plus éloquent que des mots. Ce rapport est tantalisant mais non conclusif. Pierce ne put jamais confirmer l'identité de cet homme. Était-ce Yahola, un autre survivant, ou simplement un Creek âgé sans connexion avec les événements? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Quant à Joshua, les traces sont encore plus ténues. Un document judiciaire de 1847, conservé aux archives du comté de Mobile en Alabama, mentionne un esclave nommé Joshua, capturé après avoir tué un surveillant. La description physique correspond. Grand, musclé, cicatrice de fouet sur le dos. Mais le document note aussi que cet homme refuse de révéler son origine ou son maître précédent, même sous coercition sévère. Il fut pendu le 12 mai 1847. Était-ce le même Joshua? Avait-il été recapturé après des années de liberté? Ou était-ce simplement un des milliers d'esclaves rebelles qui portaient ce nom commun? L'ambiguïté persiste. Sarah et son journal sur écorce de bouleau représentent peut-être le mystère le plus poignant. Les fragments retrouvés en 1923 s'arrêtent brutalement après le 27 juin 1840. Rien de plus n'a été découvert. Continua-t-elle à écrire sur d'autres morceaux d'écorce qui furent perdus ou détruits? Abandonna-t-elle son journal, le traumatisme devenant trop lourd à documenter? Mourut-elle peu après ces événements? Un indice possible apparaît dans un étrange document. En 1854, un enseignant Quaker dans une école pour noirs libres à Philadelphie écrivit une lettre à un collègue mentionnant une femme noire âgée qui s'était présentée à l'école pour faire don de livres. L'enseignant nota « Cette femme, qui refuse de donner son nom complet et se fait simplement appeler S, et possède une éducation remarquable, bien qu'elle prétende n'avoir jamais fréquenté d'école. Elle m'a parlé longuement de l'importance de l'alphabétisation pour la résistance et la liberté. Quand je lui ai demandé comment elle avait appris à lire, elle a simplement répondu « par nécessité et en cachette ». Il y avait dans ses yeux une profondeur de souffrance et de détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Était-ce Sarah, ayant trouvé un chemin vers le nord et continuant son engagement pour l'éducation? Nous ne pouvons que spéculer. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'histoire du massacre de 1840 continua à résonner longtemps après que les protagonistes aient disparu. Dans les communautés d'esclaves du Sud, l'événement devint une légende qui circulait oralement, transformée et embellie avec chaque récit. Certaines versions parlaient de centaines de chasseurs massacrés. D'autres prétendaient que les marécages étaient devenus un royaume secret où les esclaves fugitifs vivaient en totale liberté, protégés par les esprits des ancêtres. Ces histoires, bien qu'historiquement inexactes dans leurs détails, servaient un but crucial. Elles maintenaient vivante l'idée de la résistance et de la riposte. Elles rappelaient que même dans le système le plus oppressif, des espaces de défiance pouvaient être créés. Elles offraient espoir et inspiration. Parmi les Blancs du Sud, l'histoire provoquait des réactions plus complexes et contradictoires. Publiquement, elle était présentée comme un exemple de la sauvagerie inhérente des esclaves et des Indiens, justifiant ainsi des mesures de contrôle encore plus strictes. Mais privately, dans les journaux personnels et les lettres privées, on trouve des signes de malaise moral profond. Un planteur de l'Alabama nommé Robert Tillman écrivit en 1842 « L'histoire de Talbot me hante. Je ne peux m'empêcher de voir mes propres surveillants dans ces 12 hommes écorchés. Qu'ai-je fait qui soit fondamentalement différent de ce que faisait Talbot? Je possède des êtres humains. Je les force à travailler sous menace de violence. J'ai séparé des familles. La seule différence est que ma violence est légale et la leur ne l'est pas. Mais est-ce vraiment une différence morale? Ou simplement une différence de pouvoir? Tillman ne libéra jamais ses esclaves. Peu de planteurs franchirent ce pas, même quand troublés par des doutes similaires. Mais ces questionnements montrent que l'événement avait fissuré, même légèrement, la façade morale du système esclavagiste.
Les répercussions légales furent également complexes. Plusieurs propriétaires intentèrent des poursuites contre l'État de Géorgie, arguant que l'échec du gouvernement à contrôler les marécages et à protéger leurs propriétés, les esclaves, constituait une violation de leurs droits constitutionnels. Ces procès traînèrent dans les tribunaux pendant des années. Un juge de la Cour suprême de Géorgie, dans un jugement de 1844, écrivit une opinion remarquable. Bien que ce tribunal reconnaisse le droit des propriétaires à la protection de leurs propriétés légitimes, y compris les esclaves, nous devons également reconnaître les limites pratiques de l'autorité de l'État. Il existe des zones géographiques où le contrôle gouvernemental est, de facto, impossible à exercer sans dépenses disproportionnées. Les marécages profonds constituent une telle zone. L'État ne peut être tenu responsable de pertes survenues dans des territoires qu'il ne peut raisonnablement contrôler. Cette reconnaissance officielle de zones échappant au contrôle étatique était révolutionnaire pour l'époque. Elle établissait un précédent légal qui serait cité dans d'autres cas impliquant des fugitifs dans des zones marginales. Aujourd'hui, presque 2 siècles après ces événements, leur signification reste profondément contestée. Les historiens débattent encore de comment les interpréter et les présenter. Pour certains chercheurs, particulièrement ceux influencés par les études post-coloniales, le massacre représente un acte de résistance justifié contre un système génocidaire. Il souligne que l'esclavage lui-même était un crime contre l'humanité d'une ampleur massive, et que les actes de résistance violente, bien qu'extrêmes, doivent être compris dans ce contexte d'oppression totale. Le professeur Marcus Henderson de l'université Howard écrivit en 1995 « Nous devons arrêter d'appliquer des standards moraux abstraits à des personnes vivant dans des conditions d'oppression extrême. » Yahola et Joshua n'étaient pas des philosophes moralistes avec le luxe de contempler la non-violence. Ils étaient des personnes désespérées prenant des décisions désespérées pour leur survie et celle de leur communauté. Juger leurs actions sans reconnaître la violence systémique et quotidienne qu'ils subissaient est profondément malhonnête. D'autres historiens, tout en reconnaissant l'horreur de l'esclavage, restent troublés par la nature du massacre. La professeure Elizabeth Chambers de l'Université de Géorgie écrivit en 1999 « Nous devons résister à la tentation de romanticiser la violence, même quand elle est commise par les opprimés. Ce qui s'est passé sur cette île était une torture calculée et prolongée. Nous pouvons comprendre la rage qui l'a motivée sans nécessairement la célébrer. L'histoire est plus compliquée que des narratifs simples de héros et de vilains. Cette tension entre compréhension contextuelle et jugement moral universel reste irrésolue et probablement irrésolvable. Elle reflète des débats plus larges sur la nature de la justice, les limites de la violence défensive et la façon dont nous interprétons les actions de personnes vivant dans des circonstances radicalement différentes des nôtres. Les marécages eux-mêmes ont considérablement changé. Le développement agricole et urbain a drainé de vastes sections. Des routes ont été construites à travers des zones auparavant impénétrables. Ce qui était un refuge est devenu accessible. Pourtant, certaines zones profondes demeurent largement intactes, protégées aujourd'hui comme réserves naturelles. C'est dans ces zones que des chercheurs continuent occasionnellement à chercher des traces physiques des événements de 1840. En 1997, comme mentionné plus tôt, le docteur Patricia Henshaw de l'Université de Géorgie mena une expédition archéologique. Son équipe découvrit des restes de poteaux en bois sur une île surélevée qui correspondaient aux descriptions historiques. Les analyses révélèrent des concentrations inhabituelles de phosphore et de fer dans le sol, cohérentes avec la décomposition humaine. Mais aucune preuve définitive ne fut établie. Henshaw écrivit dans son rapport final « Le marécage garde ses secrets jalousement. Nous avons peut-être trouvé le site, mais peut-être pas. L'érosion, la végétation, les changements du niveau d'eau au fil des décennies ont effacé la plupart des traces. Dans un sens, c'est approprié. Certains endroits devraient rester hantés non par des fantômes littéraux, mais par les questions morales qu'ils posent aux générations futures. Cette idée
que l'ambiguïté elle-même a une valeur est peut-être la leçon la plus profonde de cette histoire. Le massacre de 1840 ne nous offre pas de résolution confortable, ni de leçons morales simples. Il nous force à confronter des vérités inconfortables sur la capacité humaine à la fois à l'oppression systémique et à la violence désespérée en réponse. Sarah, dans ses dernières lignes écrites, avait capturé cette ambiguïté essentielle. Sommes-nous des monstres ou des survivants? La justice ou la vengeance? Je ne connais plus la différence. Peut-être n'y en a-t-il jamais eu. Peut-être que dans des circonstances extrêmes, ces catégories se dissolvent, et tout ce qui reste est l'acte lui-même et ses conséquences. Les conséquences, en effet, furent profondes et durables. L'industrie de la chasse aux esclaves dans cette région fut effectivement détruite. Des dizaines, peut-être des centaines d'esclaves trouvèrent refuge dans les marécages au cours des années suivantes. Une zone de liberté relative, bien qu'imparfaite et précaire, exista dans ces espaces liminaux jusqu'à ce que la guerre civile transforme complètement le paysage social du Sud. Mais le coût de cette victoire fut également immense. Les 12 hommes écorchés, aussi brutaux qu'ils aient été dans leur vie, subirent des morts atroces. Ceux qui pratiquèrent le rituel portèrent ce fardeau pour le reste de leur vie. Sarah elle-même reconnaissait qu'ils avaient franchi une ligne dont nous ne reviendrons jamais. Cette reconnaissance du coût moral de la résistance violente est cruciale. Elle nous empêche de romantiser la violence tout en comprenant pourquoi elle survient. Elle maintient notre humanité commune, même en reconnaissant que certaines circonstances peuvent transformer des personnes ordinaires en participant de actes extraordinairement brutaux. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus troublantes et méconnues de l'histoire américaine. Pensez-vous que tout a été révélé ou d'autres secrets restent-ils enfouis dans ces marécages? Les documents historiques que nous avons examinés racontent une histoire. Mais combien d'autres histoires similaires n'ont jamais été documentées? Leurs participants disparus sans laisser de traces dans les archives officielles. Commentez votre réflexion ci-dessous, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques enfouis et partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits complexes et authentiques du passé. Les 12 hommes écorchés de 1840 ne sont pas simplement une histoire de violence. C'est un miroir qui reflète notre propre capacité à la brutalité quand nous sommes poussés aux limites extrêmes de l'endurance humaine. C'est un rappel que l'histoire officielle n'est souvent qu'une version parmi d'autres, celle racontée par ceux qui détiennent le pouvoir. Les voix des opprimés, quand elles parviennent à se faire entendre à travers les siècles, racontent des vérités plus complexes et dérangeantes. Les marécages gardent encore leurs secrets. Des questions demeurent sans réponse. Qui d'autre participa au massacre? Combien d'autres fugitifs trouvèrent refuge dans ces zones? Quels autres actes de résistance sont restés non documentés? Et peut-être la question la plus importante, si nous-mêmes étions placés dans des circonstances similaires d'oppression totale, que ferions-nous? Cette dernière question n'est pas rhétorique. Elle nous demande de transcender le confort de nos jugements moraux abstraits et de vraiment imaginer ce que signifierait vivre sans aucune protection légale, traité comme une propriété, voir nos proches torturés et tués avec impunité. Dans ces circonstances, quelle ligne serions-nous prêts à franchir pour notre survie et celle de nos communautés? Le massacre de 1840 n'offre pas de réponse facile à ces questions. Il les laisse suspendues, inconfortables, persistantes. Et peut-être est-ce précisément sa valeur historique la plus grande. Non pas de nous fournir des leçons morales simplistes, mais de nous forcer à confronter la complexité troublante de la condition humaine dans ses manifestations les plus extrêmes. Les documents existent encore, éparpillés dans diverses archives. Le registre d'Ephraim Hodge aux archives d'État de Géorgie. Le rapport du capitaine Mercer aux archives militaires nationales. Les lettres privées de planteurs conservées dans des collections familiales. Les fragments d'écorce de Sarah au Smithsonian Museum. Chacun offre une pièce du puzzle, mais le tableau complet reste irrésaisissable, toujours légèrement hors de portée. Et au cœur des marécages qui subsistent, dans les zones les plus reculées où les humains s'aventurent rarement,
Peut-être que d'autres traces existent encore, attendant d'être découvertes. Ou peut-être que le marécage a finalement réclamé tous les témoignages physiques, laissant seulement les mots, les documents, les questions qui hantent encore notre compréhension de cette période sombre et complexe de l'histoire américaine.